Salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode des critiques ciné subjectives. Salutations, perfide terrien. Quoi? Tu sais qu'on va traiter de Wonder Woman quand même là, hein? Et alors? Non, rien, laisse tomber. C'est pas grave. Bref, aujourd'hui nous allons parler du film Wonder Woman qui a été réalisé par Patty Jenkins. Et c'est un personnage pas tout jeune car créé en 1941 par un psychologue, pas celle-là, mais par le psychologue William Moulton Marston, qui a voulu représenter une femme, je cite, forte, libre, courageuse pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes. Et clairement, c'était une époque où les femmes s'émancipaient. DC a voulu garder ses valeurs en cherchant notamment une réalisatrice, un réalisateur, et dans le film, les valeurs originelles de Wonder Woman sont là. L'univers DC prend enfin forme. Ah oui, et après 2 films ratés, DC Comics devait se ressaisir, c'était obligatoire là. Oui, DC devait se ressaisir, mais quand même, au box-office, les chiffres étaient très très bons, les films étaient rentables. Bon, c'était au niveau des critiques que là, ça allait beaucoup moins bien. Mais par exemple, pour Batman vs Superman, je suis pas trop d'accord. La version ciné était pas terrible, par contre, la version longue Director's Cut était vachement mieux. Bah, pourquoi sortir une version pourrie au ciné alors? Et ben justement, pour Wonder Woman, DC n'a pas voulu faire ça. On n'aura pas de version longue en DVD. C'est la version définitive qu'on a vue au cinéma, la version la plus longue, la plus courte, ce que vous voulez. DC a enfin écouté les critiques. J'ai envie de dire que ça fait du bien parce que clairement on a l'un des meilleurs films de ce studio depuis un petit moment quand même. Oula, et autant dire qu'il faut y aller, hein, parce qu'entre la trilogie de Nolan et puis par exemple V pour Vendetta, il y a quand même du niveau à atteindre. Hein. Oh oui, mais malgré tout, certaines choses laissent à désirer, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ça reste un très bon film, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Clairement, DC a remonté son niveau, ils ont mis la barre même très haut, j'ai envie de dire. Enfin, on arrive à avoir une identité DC qui marche. DC voulait faire du sombre et du réalisme, jusque là c'était... Voilà, c'était pas très réussi, c'était même raté. Là, ça marche enfin. Ils voulaient concurrencer Marvel, mais en ne faisant pas du Marvel. Là, clairement, je ne sais pas si ça peut vraiment concurrencer Marvel, parce on reste dans le domaine des super-héros, super méchants, etc. Mais l'identité n'est pas la même. Il y a vraiment 2 identités différentes, et après, on n'aime pas. C'est comme ça. Oui, clairement, il était temps que DC fasse un bon film. Même les critiques presse américaines qui d'habitude descendent les films DC, notamment les 2 derniers, a accueilli à bras ouverts ce film. On a vu des messages sur Twitter ou ce genre de choses assez surprenants venant de la presse américaine qui d'habitude n'apprécie pas ce genre de film. Oui, enfin bon, la presse américaine, des fois, ils descendent des films qui sont quand même très bien, donc ça veut pas forcément dire grand-chose, mais ça permet un petit peu de voir et de confirmer, en tout cas, pour l'avoir vu, que ce film est quand même bien meilleur que les 2 derniers films d'essai, donc voilà. Pour info, je l'ai vu en avant-première en VO, non 3D, donc voilà. La VO était très bien, notamment, je veux pas spoiler, mais il y a des petits passages où ils parlent différentes langues, et ça fait bizarre d'entendre certains acteurs parler français, du coup de pas avoir de sous-titres. Donc je sais pas trop en français ce que ça va donner, par contre je sais pas trop pour la traduction. Je sais que la traduction écrite dessous, j'ai vu quelques petites erreurs sur les traductions de certains super-héros, notamment la mère de Wonder Woman, qui s'appelle Hippolyta, qu'ils ont transformé en Hippolyte, alors que je me souviens très bien en lisant les comics que c'est marqué Hippolyta dans les comics. Bon bref, c'est du détail, mais rien de choquant. Je vous conseille d'aller le voir. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Attention, alerte, spoiler! Alors, clairement, le film, même s'il se déroule principalement pendant la Grande Guerre, on a un lien tout de suite, d'entrée, avec, d'une, le prochain film, de 2, le film d'avant. Donc, le film d'avant, c'est la Suicide Squad, mais on va plutôt parler de Batman vs Superman. On voit Bruce Wayne qui envoie la fameuse photo qu'on voit dans Batman vs Superman, et c'est là où, en fait, elle raconte l'histoire de ce qui s'est passé, mais c'est bête, c'est méchant, mais ça marche du coup, parce qu'on a un lien, clairement, voilà, DC voulait faire comme Marvel, c'est-à-dire quelque chose qui se suit, quelque chose où on découvre des personnages dans une histoire, etc., qui est pas un film qui fasse une histoire, ça soit l'autre film qui fasse une histoire complète, et là, clairement, on est dedans. C'est tout bête comme scène. Hein. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui l'auraient pas remarqué,
Là, au moment donné, au tout début, quand on a le logo DC, on voit les membres de la Justice League, donc les membres qu'on a pu voir dans DC Comics, et un qui avait été plus ou moins annoncé pour ceux qui suivent un petit peu, notamment Geoff Johns, mais que là on a vu et qui clairement indique que certains fans voulaient vraiment dans la Justice League parce qu'il manquait quelqu'un, clairement. Voilà, il manquait clairement Green Lantern, clairement. Donc voilà, ça c'est la petite info pour ceux qui l'auraient pas vu passer. Green Lantern sera bien dans la Justice League. Enfin, Geoff Johns, il a parlé du Green Lantern Corps, donc peut-être qu'on en aura 2, 3, 4. Ou peut-être pas du tout de Green Lantern terrien. On sait pas. Mais Green Lantern sera bien présent dans Justice League parce que dans les comics, en tout cas, Green Lantern est présent dans chaque début de Justice League. Donc c'était un petit peu bizarre que dans Batman vs Superman, on voit Cyborg, Flash, du coup Batman, Superman, Wonder Woman, et j'en oublie... Aquaman, ouais, il me semblait que j'en oubliais un. Et voilà. Oui, clairement, pour quelqu'un qui lit les comics comme moi, c'est vrai que de voir une Justice League sans Green Lantern, ça allait faire un petit peu bizarre, surtout que, comme certains le savent, Green Lantern c'est un petit peu mon super-héros préféré, donc voilà. Mais bon, bref, passons. Là, on parle de Wonder Woman. Du coup, ça c'était le tout début, donc après on a l'origin story. Et enfin, après, on voit donc, les Allemands débarquent, là on a un début d'histoire, en fait, où on voit l'adolescente début de vie d'adulte qui commence à prendre ses responsabilités, donc jusque-là on suit le scénario classique, comme je le disais, de la découverte d'un super-héros qui se met à se rebeller. Bon là, je sais pas vraiment l'âge qu'elle a exactement Wonder Woman, mais on va dire qu'elle est fin d'adolescence, début de vie adulte, donc elle est encore un petit peu rebelle dans sa tête, elle veut faire ses preuves, elle veut... Clairement c'est dans la continuité de ce qu'on a vu juste avant, où déjà très petite, elle voulait déjà combattre, elle voulait montrer elle voulait montrer qu'elle était là, quoi. Oui, bon, c'est peut-être un passage un petit peu long, mais là où ça devient intéressant, c'est vraiment quand elle rentre dans notre monde. Alors bon, je ne dis pas que l'univers de l'île de Themyscira n'est pas bien, au contraire, c'est plutôt pas mal. Mais là où, quand elle arrive dans notre monde, là ça devient intéressant parce qu'elle a un œil assez candide, en fait, assez neuf sur notre monde, parce qu'elle a pas l'habitude de nos us et coutumes, et puis on lui a jamais parlé de ça. Notamment, ça me fait penser à la scène dans le bateau avec Steve Trevor quand ils arrivent dans notre monde, où Steve Trevor veut pas dormir avec Wonder Woman parce que ça signifierait un petit peu plus, surtout à cette époque où on est quand même assez religieux, donc dormir avec une femme, ça veut dire qu'on est marié avec elle. Même si ça tend un petit peu à se démocratiser un petit peu plus tard, dans cette époque-là, en tout cas, on est encore là-dedans. Et que t'as Wonder Woman qui dit qu'elle a lu les livres de Clio sur... Oui, alors, petit point historique, Clio est une muse de l'histoire, et pas non plus une déesse de l'amour comme peuvent l'être Aphrodite ou ce genre de choses, hein. C'est juste une muse de l'histoire. Et en parlant de l'histoire, on va parler de la Grande Guerre, donc de la Première Guerre mondiale. Globalement, ce film est bien fait dans le sens où la Première Guerre mondiale est bien respectée. C'est-à-dire qu'on a les Allemands, entre guillemets, en tant que méchants, même si c'est pas forcément que eux les méchants dans l'histoire, parce que c'est une guerre mondiale, donc ça implique beaucoup de pays. Mais, notamment quand on arrive sur le front, on voit qu'il y a des Écossais, des Français, des Anglais. Alors il me semble pas qu'on voyait de Canadiens, mais il y avait aussi des Canadiens sur le front. On voit tout ça, on voit que clairement que c'est une guerre mondiale, alors parce que beaucoup pensent que le front France-Allemagne de la Première Guerre mondiale, il y avait que des Français dans les tranchées, et loin de là, il y a loin que des Français. Ça, c'est respecté. Les horreurs de la guerre aussi sont respectées. C'est là où on a la partie un peu sombre et réaliste, où on voit des gens estropiés. Alors, il n'y a pas non plus du sang, il n'y a pas, parce qu'il faut que ça reste un film, entre guillemets, grand public, que des enfants puissent aller voir, mais on voit l'horreur de la guerre, clairement. Et aussi, on va dire, l'intrigue principale qui est ce gaz toxique. C'est vrai que le gaz moutarde, etc., c'est la Première Guerre mondiale. Donc, on reste vraiment dans le thème de la Première Guerre mondiale, et ça, c'est plutôt bien. Parce que côté histoire, on respecte le thème, en fait, tout simplement. Oui, alors c'est vrai que le thème historique est respecté, mais ce film est un petit peu donneur de leçons sur la guerre, c'est un peu une morale, pas que ça fait comme les fables de La Fontaine, mais presque, alors c'est très américain en fait, ça, c'est de dire une morale et de faire en sorte de la généraliser pour que tout le monde la comprenne et que tout le monde soit d'accord avec cette morale, sauf que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, l'amour ne résout pas tout, hein, malheureusement, c'est vrai que la guerre ça reste atroce, alors c'est vrai qu'on nous montre les atrocités de la guerre, donc pour beaucoup on va se faire... Mais après, on adhère pas à cette leçon.
Je dirais pas que c'est un film donneur de leçons, parce qu'on nous n'impose pas une idée qu'on nous force à... Mais je dirais plutôt que c'est un message qu'essaye de faire passer ce film sur les horreurs de la guerre. Après, le message sur le moyen de lutter contre la guerre qui est l'amour, et c'est un peu enfantin en fait. Alors pour les enfants c'est très bien parce que c'est facilement compréhensible pour eux. Pour les adultes on aurait voulu quelque chose d'un peu plus mature quand même, parce que d'un peu plus poussé, c'est assez simple en fait comme message, et ça aurait mérité un petit peu plus de travail de ce côté-là. Oui, et justement pour pousser leur message un petit peu plus loin, ils ont fait mourir Steve Trevor. Et alors ça pour moi c'est quelque chose de positif. Alors c'est vrai que ça fait un peu brutal, c'est vrai que généralement les films hollywoodiens, tout est beau, tout est rose à la fin, dans 90% des cas à la fin du film, tous les personnages principaux qui sont bien sont encore en vie, alors on nous fait croire qu'il y en a un qui va crever ou machin, etc. Mais là, clairement Steve Trevor est mort. Alors on le voit pas tirer sur les bonbonnes de gaz, mais en tout cas, moi je le préfère mort. Alors oui, je dirais pas que j'ai sauté de joie dans le ciné quand j'ai vu Steve Trevor mourir, mais j'espérais franchement qu'il le fasse vraiment mourir. Alors bon, on le voit pas vraiment mourir, mais on voit pas comment il aurait pu s'en sortir. Alors, toujours trouver Superman qui débarque, peut-être pas en 1910, mais Superman qui débarque, ou enfin, peu importe. Il aurait pu y avoir, il saute en parachute avant et il tire de loin, enfin. Mais, en tout cas, moi dans les comics, c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup. Alors même s'ils ont une pseudo-histoire d'amour avec Wonder Woman, voilà, c'est pas extra dans les comics, enfin, personnellement, c'est ce que j'en pense. Je trouve pas ça extra ce qu'ils en ont fait, Steve Trevor, dans les comics, donc de le voir mourir tout de suite, ça m'a soulagé. Je dois l'avouer, j'ai fait yes, il est mort. Mais bon, mis à part ça, par contre, il y a un autre personnage qui, pour moi, n'aurait pas dû mourir, c'est le méchant de l'histoire. Ares. Parce que clairement, il n'a pas été assez exploité. Alors oui, il n'a pas été assez exploité, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on découvre vraiment, mais alors au dernier moment, qui c'est. C'est-à-dire que, bah moi j'étais convaincu depuis le début que c'était pas Ludendorff le méchant. Enfin, si, c'est un des méchants, mais c'était pas Ares, quoi, tout simplement. Oui, alors clairement, je m'y attendais pas. Je me suis fait avoir, et après coup, en réfléchissant pendant le film, en disant, mais c'est lui? Non. C'était cohérent, en fait. Clairement, c'était cohérent. Et c'est même bien foutu. Bravo. Vous m'avez eu, c'est rare qu'on arrive à m'avoir autant que ça, parce que des fois j'ai des doutes et tout, mais je pensais pas du tout à lui, hein. J'étais pas sur lui du tout. Mais, moi, ce que je reproche, c'est pas ça, parce que ça c'est très bien fait, c'est la mort d'Ares. Beaucoup trop tôt, on n'a pas eu le temps d'exploiter le personnage, et c'est ce que je reproche à beaucoup de films de super-héros où on découvre le début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on nous met tout de suite le principal antagoniste, et il meurt à la fin. Alors que non, au contraire, il va y avoir une rivalité sur plusieurs films. Là, on le voit arriver à la fin, il aurait pu très bien combattre un petit peu avec Wonder Woman pour laisser l'avion décoller pour qu'il aille sur Londres. Et une fois que l'avion a décollé, vu qu'elle ne sait pas voler, qu'elle ne sait pas encore voler, il s'en va. Et on le retrouve plus tard. Parce que clairement, notamment Ares, il est largement plus fort que Wonder Woman, et en plus t'as juste un combat de brut de titan, je t'envoie des éclairs, machin, etc. Le combat en soi est un petit peu inutile, et le fait qu'il meure, ça n'apporte rien à part de se dire, c'était le principal rival de Wonder Woman, il était beaucoup plus fort qu'elle, il est déjà mort. Oui, alors clairement, il est mort trop tôt. Par contre, ils ont, par rapport aux comics, clairement respecté le personnage. Alors bon, le personnage, normalement, il a une armure un petit peu plus, on va dire, classe, donc très noire, mais classe, un peu plus à la Spartiate. Bon, alors une armure complète, hein, mais à la Spartiate. Mais encore, là, l'armure passait plutôt bien. Les pouvoirs correspondaient avec ce qu'on pouvait voir dans les comics. Donc, clairement, par contre, le personnage, c'est là où on voit que DC a vraiment attaché du détail dans ce film. C'est que clairement, le personnage correspond aux comics et il est plutôt bien. Clairement, on le voit manipuler le métal pour créer des armes, donc on le voit manipuler la foudre. Alors ça peut être, on peut s'interroger un petit peu, mais dans les comics, il contrôle la météo et il contrôle l'énergie. À partir de là, est-ce qu'il contrôle la foudre? Y a qu'un pas, hein. Donc
pourquoi pas ça. Donc non, le personnage d'Ares est très bien, et c'est vrai que Wonder Woman aurait pu le blesser, etc., et lui fuir tout simplement, clairement. Sa mort n'était pas obligatoire, et justement ça nous aurait laissé un goût de revanche, de se dire il a mis à mal Wonder Woman, elle l'a blessé, il est parti, elle a perdu Steve Trevor, donc clairement c'est une victoire pour Ares, parce que quand il a vu qu'il pouvait plus la convaincre d'aller dans son camp, il avait qu'à la tuer, certes, mais il y a pire que de tuer, justement. Il aurait pu essayer psychologiquement de la retourner, notamment en tuant Steve Trevor. Enfin, bon, alors là, c'est au moment où Steve Trevor meurt qu'elle prend du poil de bête. Mais bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Pour moi, Ares n'aurait pas dû mourir. Ça, c'était une erreur. Pour la suite. Et pour le film aussi. Oui, clairement. Et en parlant de ce combat, alors c'est un petit peu dans tout le film, mais d'un côté ça colle avec Wonder Woman, et d'un autre c'est un petit peu long. Il y a beaucoup de films de gros plans sur Gal Gadot, donc l'actrice qui joue Wonder Woman, beaucoup de gros plans sur elle, etc. Ah, c'est un peu long. On aurait pu raccourcir un petit peu le film et justement passer sur peut-être un peu plus en détail sur d'autres choses. Alors, je sais que Snyder, qui a co-réalisé, enfin qui a participé à la réalisation de ce film en tout cas, aime un peu son style, donc on retrouve un petit peu sa patte, mais alors d'un côté, là où je suis mitigé, c'est que Wonder Woman est quand même quelqu'un de féministe, c'est quelqu'un de volontairement sexy, de joli, qui est pas non plus un objet de désir. Attention, hein, c'est quelqu'un de joli, et pas non plus un objet de désir. C'est un peu le but de Wonder Woman. En fait, ses plans gênent sans gêner, clairement. Oui, en parlant de Gal Gadot, je dois avouer que c'est vrai que dans Batman vs Superman, elle avait un petit peu pris le dessus sur Batman et Superman, c'est-à-dire que du film on avait un peu retenu cette Wonder Woman qui semblait impressionnante et une actrice qui semblait bien dans son rôle. Et là clairement c'est confirmé, enfin on aurait clairement eu du mal à trouver meilleure actrice pour ce rôle, tout simplement. Ah mais le casting complet du film est très très bien, je pense notamment à Ares, je pense notamment au général des armées anglaises. Il y a plein d'acteurs ou d'actrices qu'on a pu voir par-ci par-là dans des séries qui étaient très bons et qui là sont toujours très bons, quoi. Et ils ont fait un très très gros effort sur le casting d'essai, là, clairement. Il y a aussi Rupert Gregson-Williams qui a fait un très gros travail sur la musique qu'il y a durant tout le film. Oui, clairement. J'ai même envie de dire que certaines scènes où généralement on essaye de nous apporter des sentiments à coups de grands violons, de grande musique, etc., et ben là ils ont pris le contre-pied clairement en mettant des scènes pratiquement de silence où il y a un petit instrument en fond, mais un petit instrument léger, on a pratiquement que du silence dans la salle. Ça apporte beaucoup plus de lourdeur, je pense notamment à la mort de Steve Trevor où il y a une scène un peu comme ça, ça apporte beaucoup plus de lourdeur et c'est vachement mieux en fait. On le voit des fois dans certains films mais c'est assez rare en fait au final. Oui, par contre les effets spéciaux ça laisse un peu à désirer, hein. Surtout vu le budget du film. Ils auraient pu, alors on avait déjà des effets spéciaux un petit peu, je dirais pas médiocres, mais qui laissaient à désirer sur Batman vs Superman et Suicide Squad. Là, c'est pareil. Il y a des fois, ça se voit, notamment, je pense à l'explosion du hangar, enfin quand il y a le grand avion là qui font exploser l'hangar pour détruire tous les poisons restants alors que l'avion est en l'air. Là, par exemple, les flammes, enfin, ça fait pas réaliste du tout. On voit que c'est des effets spéciaux. C'est pas terrible. Oui, clairement. Les effets spéciaux, sur certaines scènes, on voit que c'est pas terrible, mais faut vraiment prêter l'œil pour... c'est pas choquant. Alors, ça peut faire un peu de dissonance au niveau du cerveau, c'est là où généralement on les remarque, mais c'était pas si choquant que ça, c'était pas trop gênant. Mais on sentait quand même que... Voilà, c'était pas terrible. Mais bon, ça passait. On a notamment sur l'île de Themyscira de super paysages. Voilà. Passons maintenant à la conclusion. J'ai décidé d'attribuer un 4,5 sur 5. Ah, 4,5, j'aurais plutôt dit 4 quand même. J'ai envie de dire, en termes de conclusion, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai pu dire en intro. C'est un film où enfin DC trouve son univers. Ça fait plaisir, moi j'ai passé un excellent moment. J'ai envie de dire, à risque de choquer certains, que je l'ai tout autant apprécié que les Batman de Nolan.
parce que les Batman de Nolan ne sont pas non plus parfaits, ce sont pas des chefs-d'œuvre pour moi, ce sont des très bons films, mais ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, et pour moi Wonder Woman est de cette trempe-là. Ce n'est pas non plus au niveau d'un V pour Vendetta, qui pour moi par contre est un chef-d'œuvre. Donc voilà. Je justifie ma note comme ça, parce que clairement c'est ce que je pense moi. N'hésitez pas dans un commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, à quelle note vous mettez à ce film. Avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas, pouce bleu, pouce rouge, abonnement, ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine critique ciné subjective. Salut, salut!